des éléments locaux et traditionnels. Il se déroule à l'université comme tous, sur Sayo, l'ex-IFAD. Pendant les 3 jours, ce festival va permettre aux Congolais de découvrir la diversité et la richesse gastronomique des régions de la République démocratique du Congo. Nous l'avons dit, c'est aussi un espace d'exposition, un espace de vente, un espace de dégustation et un espace d'apprentissage, aussi un espace de consultation. Mesdames et messieurs, recevez nos salutations distinguées. Sur ce plateau, nous avons des invités spéciaux. De l'autre côté, nous avons M. Sylvain Toumba, qui est le conseiller général, aussi directeur technique de Samba, organisateur du festival des événements. Nous avons aussi sur ce plateau le professeur Théophile Demba, connu de tout le monde, ici la présenter. Et la troisième personnalité, nous avons un membre du gouvernement qui représente le ministère de la Culture, M. Jean-Pierre Mohani, je ne sais pas si j'ai bien cité. Et puis la troisième personnalité, nous avons dit des invités spéciaux, nous avons le docteur Moudile qui traite à base des éléments locaux et traditionnels. Rappelons que ce festival est placé sous le thème gastronomie congolaise, vecteur des l'audacité alimentaire et mange congolais. Merci beaucoup, chers invités. Pour la première question, je la pose d'abord au conseil général. Dites-nous, vous avez, ça c'est la deuxième question, est-ce qu'on peut savoir, faire un petit bilan par rapport à la première question qui s'est déroulée du 23 au 27 juin 2020? Merci beaucoup. La première édition de la journée, c'était au mois de juin l'année passée. Si on doit faire un premier bilan, c'est aujourd'hui, voire une mois, le premier bilan de festival de tout le monde. Nous avons une édition institutionnalisée. On se rend compte qu'après la première édition, cette deuxième édition nous montre que ce que nous voulons véhiculer petit à petit continuons à s'améliorer. Donc nous sommes assez satisfaits de la thématique que nous avons. C'est une thématique qui concerne toutes les catégories de notre profession. Alors, une question d'unité. Pourquoi avoir choisi le thème gastronomie congolaise vecteur de l'audacie alimentaire? Nous sommes ceux que nous avons entendu, encore ici. Donc, ce que nous mangeons, nous caractérisons. Aujourd'hui, on a compris que la plupart des jeunes, la plupart des familles aiment manger ce qui est extérieur ou ce sont des élites. Or, en réalité, ce qu'ils mangent, non seulement depuis leur santé, mais dénature leur identité. Donc, quand je consomme ce qui est produit localement, j'assure mon identité, ma personnalité congolaise. C'est pourquoi nous disons ce que nous mangeons réellement est un vecteur d'identité culturelle, d'identité de l'homme. Voilà donc ce qui nous a conduit pour amener la population à retrouver son authenticité. Ça, c'est pour passer dans la chaîne de la RDC, c'est le pays de l'authenticité. Donc, nous avons des choses authentiques, produisons congolais, mangeons. Merci beaucoup. Maintenant, là, nous allons poser des questions à tout le monde. Mais je cible d'abord parce que le conseil va apparaître la politique de l'alimentation, la souveraineté alimentaire. Alors, comment on peut garantir la souveraineté alimentaire? Garantir la souveraineté alimentaire, se reconnaître le droit d'alimentation du Congolais. Et lorsqu'on reconnaît question de droit, c'est une politique à mettre en œuvre
peut-être une politique axe sur l'action, d'abord sur toutes les sanctions pour satisfaire à la population qui a été décomposée. Pas pour l'exportation, mais d'abord pour la consommation intérieure. Et deuxièmement, c'est aussi faire en sorte que l'alimentation aux populations soit générée à partir d'une politique agricole qui tient compte de savoir traditionnel, qui tient compte de ce que traditionnellement on consommait nos ancêtres. Et c'est en cela que c'est intéressant le festival des aliments traditionnels et locaux. C'est aussi tenir compte de l'environnement des aliments locaux. Mais dans tous les cas, nous nous engager dans cette politique de souveraineté alimentaire, c'est que l'État reconnaisse, bien entendu, reconnaisse le cadre légal approprié, il investit, considérer que tout ce qui doit être dans l'agriculture doit être d'abord besoin de cette place. Et donc, à ce moment-là, lorsque c'est le gouvernement, je veux dire que non, le pouvoir doit disposer des capacités à mettre les moyens nécessaires et de l'ouverture nécessaire pour pouvoir mais ceci aussi notre pays en allant sur cette dernière-là, touche le paysans. Et donc, on promouvoit l'agriculture paysanne. Et c'est un enfant de malheur sont ceux qui sont l'agriculture. Et donc, en pliant ce secteur, en soutenant ce secteur, par la politique de souveraineté alimentaire, je trouve que ça va booster le développement de l'agriculture et ça va booster l'économie. Alors là, peut-être une fois qu'il pose la question d'État, quelle est la différence entre la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire? Oui, la sécurité alimentaire est fondée sur les piliers. Le premier pilier, c'est la disponibilité des aliments. Il faut que un pays fasse tout ce qu'il faut pour disposer des aliments, mettre la consommation de la surface. C'est ça. Le deuxième pilier, c'est l'accessibilité. On peut disposer des aliments, mais ils sont contrôlés. Ils ne sont pas produits localement. Et la population n'a pas de produits. Il faut que vous achetez ces aliments. Vous savez qu'aujourd'hui, ces personnes qui sont de moyens, ils doivent avoir moins de $2 par jour. Ils sont pauvres. Donc, à ce moment-là, ils n'ont pas accès à ces aliments. Et donc, ils ont aussi alimentaire. Et puis, c'est tout le temps. Tous les aliments soient disponibles tout le temps et que ce soit des aliments de bonne valeur. Voilà, c'est ça la sécurité alimentaire. Donc, quelle est la différence? Pour moi, c'est que quand il gouvernement des moyens, il peut assurer la sécurité alimentaire et pas de l'alimentaire. Et par contre, la souveraineté alimentaire met l'accent d'abord sur ce que le gouvernement produit à partir de la politique agricole. Qu'est-ce qu'il produit? Il donne la production locale et il est prêt à la disposition de la population. Et à ce moment-là, lui-même, il devient plus respecté, il a plus de partenaires extérieurs, il est plus dépendant des importations alimentaires, il investira, aujourd'hui le gouvernement importe pour de 3 milliards de dollars par an. Ça, c'est un fonds destiné à d'autres secteurs développement. Voilà la grosse différence. C'est le fait que la sécurité alimentaire peut être assurée par le gouvernement, mais la souveraineté alimentaire, d'abord, un certain droit, qui n'est pas légal pour la sécurité alimentaire. Et deuxièmement, je dois partir de la production locale et du savoir. Merci beaucoup. Là, on va poser la question au représentant du gouvernement. Vous avez entamé dans ces stades
aujourd'hui, la réponse démocratique est touchée par la question à 45%. Alors là, la question qui me pose, je vais vous poser, quelle est la situation alimentaire à vous avez vous dirigez, vous pouvez nous dire la situation alimentaire. Merci beaucoup. Je veux dire que la sécurité alimentaire n'est pas tellement le temps que les gens on a besoin, c'est pratiquement pas c'est le moment amener les producteurs locaux à faire tout ce qui est à la production locale afin de garantir leur vie. Mais cela nécessite quand même beaucoup d'interventions dans le domaine de la transformation des produits alimentaires. Ils peuvent produire. Nous avons beaucoup de variétés des aliments traditionnels et locaux. Quand ils produisent, il faut quand même conserver. Il faut quand même transformer. Alors, en dehors de notre aliments traditionnels et locaux, il faudra penser au gouvernement. Il faudra penser à la transformation. Qui est maintenant à la mode de tout le monde l'écrit. Et donc pour laquelle on a créé une nouvelle direction, c'est la direction agro-industrie. Et la production de voir comment on fait avec les paysans et le contact avec les partenaires extérieurs. Si on pense à la transformation, donc là, automatiquement, on va penser aux semences dans la production. Bon, normalement, la direction, c'est toute la filière qui doit être prise en ligne. À partir de la semence jusqu'à la bouche du consommateur. Il y a la semence, la production au champ, il y a la récolte, il y a la transformation, il y a la conservation, il y a la vente, c'est la commercialisation, et il y a la bouche, le final. Alors même, dans la direction, nous partons de la récolte au champ. Donc à partir du moment où ça quitte le champ, ça nous met au problème de transformation, conservation et même de la disposition du consommateur. Mais c'est le mieux de savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce qu'on va faire transformer. C'est-à-dire, de ce point-là, on a un droit de regard directement sur les gens pour voir qu'est-ce qui a été produit et c'est ça respecter les normes pour ne pas déclarer quelques normes alimentaires traditionnelles et quel est le rendement qu'on va obtenir au temps où on procède à la transformation. Maintenant, 40% des Congolais qui sont touchés par la nutrition, les gouvernements, qu'est-ce que vous faites par rapport à quelles sont les propositions que vous mettez en place pour toucher quand même ces populations? Parce que c'est criant. Je dirais que c'est à travers le niveau. Le gouvernement ne peut pas être au fourreur plein. Produit, et puis on va bien, nous avons seulement comme l'encadrement et quand même de matériaux de renforcement des capacités. Apprendre aux gens comment ils peuvent faire ça, et les partenaires pour les accompagner. Pour le cerveau de temps en temps, des demandes des partenaires, même extérieurs, nous avons des propositions de petits matériels de transformation. Nous avons seulement des tables de nous amener qui veut apporter des systèmes de transformation à partir des énergies solaires. Le four, les séchages, les bambous à base de l'énergie solaire. Ok, déjà dans nos plans, là, nous avons Docteur Fébroné, vous avez dit la 7e priorité, laquelle? Alors, comment obtenir une alimentation saine et la responsabilité partagée. Je crois qu'il faut avoir, comme la politique à la sécurité alimentaire, il n'y a pas seulement la suffisance alimentaire, mais aussi une alimentation saine et libre. Alors, quand l'alimentation n'est pas nutritive, n'est pas saine, automatiquement, il est difficile de faire. Alors,
Aujourd'hui, l'assiette est extemporaire parce que tout est presque synthétique, tout est presque dénaturé. Aujourd'hui, nous parlons de la gastronomie congolaise, nous parlons de l'authenticité, de ce que nous devons consommer traditionnellement, mais il y a une influence externe qui influence même notre culture. On a parlé pendant la conférence sur le problème des engrais organiques qui est à diminution et on valorise les engrais chimiques. Alors tout ce qui est chimique, quand les gens dans l'école n'est pas préparé pour ces choses. Ça devient trop compliqué parce que l'organisme qui ne reconnaît pas ces choses-là a des difficultés à métaboliser, a des difficultés à digérer et comme conséquence, crée des problèmes de santé. C'est pourquoi aujourd'hui, les taux de maladie augmentent, les taux de décès augmentent à cause de l'assiette. Alors, ce qu'il faut faire, il faut qu'il y ait d'abord conscience. D'une part, de ce qui gère le pays, à savoir que ce sont les humains qui doivent être protégés par l'État français. C'est l'État qui a le devoir de protéger sa population en faisant l'effort d'éviter ce que nous appelons l'importation suicidaire. Parce que la plupart des aliments qui viennent, les conseils l'ont dit, en tout cas 80% viennent de l'extérieur et la plupart de ceux qui viennent, on ne dit pas que 100% est mauvais, mais la plupart des aliments qui viennent là, en tout cas, la grande majorité est de mauvaise qualité. Alors, là, c'est la part du gouvernement. La part de la population, c'est aussi de se prendre en charge. À savoir que non, je ne peux pas manger parce que je suis ma pauvre, mais j'ai une vie à conserver, j'ai une vie à protéger. C'est pourquoi, pour arriver là, il faut que je fasse bien mon choix de ce qu'il faut manger. Vous savez, je déplore la mentalité de notre population. Vous allez voir, là, par exemple, dans les cigarettes, là, on écrit « Fumer détruit gravement votre santé ». On a écrit dans la malade, c'est la malade. Mais la personne ouvre quand même et continue à prendre. Bien qu'il sait des choses. Nous avons pu voir les Congolais qui disent « Ah, Dieu, mais il ouvre un point. » Et il sait que ça détruit. Il est conscient que ça, ce n'est pas bien pour ma santé, mais il consomme toujours. Ça, c'est le mal. Donc, quand on prend conscience, on doit aller s'améliorer, on doit éviter pour ne pas tomber dans cette histoire. Alors, la question, vous avez répondu par rapport à la présentation de tout ce que vous avez dit. Alors, qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux gens? Parce qu'aujourd'hui, les règles ont été fixées à 47. La question de la cause, du coup, professeur, compagnon, les métiers. Qu'est-ce qu'on devait faire pour prévenir la question? Vous avez la parole par rapport à ça. Oui, moi, la première des choses, je l'ai dit à mon exposé, il y a un premier travail, c'est d'investir en grande quantité dans la production locale. Et quand on produit en grande quantité, il y aura le développement de l'importation. Parce que les termes qu'utilise le professeur Phil par rapport à la souveraineté alimentaire, cela nous pousse à comprendre que quand un pays arrive à produire d'une manière quantitative, la grande majorité de la consommation de sa population n'aura pas envie à exporter. Alors, une fois qu'il y a une grande production, il y aura moins d'importation. Et quand il y a moins d'importation, il y aura baisse de prix. Parce qu'il y aura tellement à manger qu'il y aura baisse de prix. Et une fois baisse de prix là, quelqu'un peut accéder facilement à percer. Donc, ce qu'il faut faire, il faut produire en grande quantité, et non seulement produire en grande quantité, mais aussi décourager, c'est ce que je dis là, l'importation suicidaire, et on peut facilement éviter. Parce que quand la population a à manger, ça peut déjà arriver. L'aspect économique joue aussi son rôle. Parce qu'on dit, la sécurité alimentaire est là quand il y a l'accès physique et économique. Donc, on peut avoir la grande majorité ou la grande quantité des aliments. Il faut aussi que cette population soit en mesure de s'en procurer, avoir à manger. Le conseil a dit, nous devons moyenner avec $2 par jour. Qu'est-ce qu'on pourra faire pour acheter à manger? Donc, il faut aussi corriger l'aspect de mettre la population dans des conditions à se prendre en charge économiquement par là
pour se procurer. Et à cela, on peut facilement commencer à réduire le taux de malnutrition parce qu'on a la malnutrition parce qu'on n'a pas accès à consommer ce qu'il faut. Merci beaucoup, M. Sylvain. Merci beaucoup pour la parole. Au niveau du CEPAC, nous disons c'est un discours qu'on peut retenir de ce point. Mais parce que vous occupez de discours familial. Vous êtes vraiment intéressé par rapport à ça. Dans notre pays, tout doit concourir à la bonne alimentation du peuple. Le professeur parle de la politique de la souveraineté alimentaire. Pour nous, au-delà de la politique de la souveraineté alimentaire, nous devons avoir une politique de l'alimentation. Qu'est-ce que le Congolais doit manger? Si on définit, si on prend la cartographie que nous avons connue grâce aux profs politiques, on peut se dire si les Congolais doivent manger ça, qu'est-ce que cela implique au niveau de la recherche? Qu'est-ce que cela implique au niveau de l'énergie? Quelle énergie avoir en milieu rural? Qu'est-ce qu'il faut au niveau des infrastructures, des routes? Qu'est-ce qu'il faut au niveau de l'éducation? Parce qu'aujourd'hui, on peut décider de produire plus, mais si l'enfant n'est pas éduqué, le prof l'a dit, parmi les éléments qui boostent la consommation, c'est la conscience. Il faut commencer par l'enfant. L'enfant doit être capable de dire, pour bien manger le matin, il me faut par exemple les brochettes, je ne sais pas quoi, les croquettes de manioc, les croquettes de malasouka, des choses comme ça. Donc, nous construisons une conscience alimentaire. Mais c'est ça, le travail qui est déjà fait par les. Non, le travail est déjà fait. Il y a un problème de sensibilisation. Non, le travail, il y a un problème d'appropriation. Donc, c'est le gouvernement. Il y a un problème d'appropriation. Le pays, si nous voulons le changement, il faut des politiques. À côté des politiques, il faut les mesures d'application. Après, dans la mesure d'application, il y a la mobilisation communautaire. Donc, nous tous nous devons engager avec une seule vision. Lorsque on dresse une route, cette route va assurer une bonne alimentation de la population parce que telle chose manque là-bas, facilement ça peut arriver ici, il peut accéder à telle énergie ici pour transformer sa nourriture et sa production. Donc pour nous, il nous faut des politiques et il faut des moyens pour mettre en œuvre cette politique. Pas seulement la politique. La souveraineté alimentaire, mais là dedans nous disons tout le pays doit conduire à la bonne alimentation. Les médecins, les chercheurs, les agronomes, tout le monde travaille pour qu'on mange bien et qu'on soit ensemble. Voilà ce que nous pensons. Merci beaucoup. Nous avons donné la parole au gouvernement parce que vous êtes après-midi, c'est ce qui vient de répondre à des questions. Tout le monde constitue le gouvernement de fait. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que vous avez assisté ici à tous les discours qui étaient ici. Alors, qu'est-ce que le gouvernement doit faire? Peut-être pour l'agriculture, pour un développement durable dans le domaine de l'alimentation, le gouvernement s'engage vers la production d'abord, parce que c'est plus beau rapporter que nous allons faire ensuite dans les matières premières. Mais qu'est-ce qui bloque que le gouvernement ne puisse pas mettre les moyens pour la production? C'est ça la grande question. Parce que si aujourd'hui nous avons 47% de la malnutrition, parce que le gouvernement ne donne pas beaucoup de moyens par rapport à ce secteur-là. Allez-y. Merci beaucoup. Je pense que la problématique de la malnutrition est plus complexe. Donc, lorsqu'on pose la question de la malnutrition NRC, vous verrez vite qu'on place en avant-plan peut-être les gens qui ont les sécurités alimentaires, les sécurités publiques. Donc, je pense que dans les zones où il y a des sécurités, à cause de violence, à cause de la guerre, à cause de ceci, ces réalités-là viennent renforcer le taux important de la malnutrition dans ce pays. Donc, ce n'est pas seulement une question que le gouvernement ne met pas de moyens, mais nous sommes dans un contexte qui est assez difficile, qui fait en sorte qu'il y a des endroits où on ne sait pas agir à cause de ça. Donc, si nous voulons réduire la sécurité, il faut aussi pacifier le pays. Ça, c'est un élément. Je pense que le gouvernement a aussi une seule question. Oui. Oui, placez-vous, d'accord, la parole. Le gouvernement, est très intéressé dans l'organisation de cette
droit. Après, c'est comme un Ok. que voudrais vous disposer, parce que tout est toujours bien, d'accompagner les structures comme les vôtres pour l'aider à entrer en contact avec les bénéficiaires et la population. Et c'est fait, je vais disposer à renforcer les capacités des producteurs de tous ces programmes que vous avez indiqués pour le moment au gouvernement. Ne mettez pas dans les engrais. Les engrais que vous voyez venir, ce sont les engrais qui étaient à l'époque exploités au Maroc. Un problème de bloquer pour les engrais. Si on fait le pot de moi-même, les gens veulent savoir que vous êtes terre. Vous n'avez pas la loi à dire. Pour faire de la question, vous allez enlever les engrais qui sont des engrais de la communauté. Alors vous allez utiliser ça dans le riz. Donc vous êtes entré dans le sol parce que tous les éléments qu'on peut coller dans les gens qui s'appellent des parce que nous encourageons c'est l'agriculture bio. Consommons bio. Même les gens qui ne vont pas dans les cas de la sécurité alimentaire, il faut faire le bio. Bio, c'est-à-dire qu'il faut investir dans la formation, dans la fabrication. Bio fait qu'il y a dans la fabrication. On peut tout ça avec tout ce que c'est là. Donc, je crois qu'on va s'y mettre pour dépendre la situation comme vous dites. Merci beaucoup, professeur. Vous avez travaillé sur la situation des animaux d'élevage. Vous avez publié plusieurs livres. Alors, ma question, avec la situation actuelle, comment on peut garantir la sécurité alimentaire au projet dans 10 ans? Est-ce qu'avec les cas d'aujourd'hui, est-ce qu'on saura on peut arriver à la sécurité alimentaire? Merci. D'abord, bien retenir, adopter cette politique sera un changement de paradigme. C'est-à-dire qu'on prend conscience que réellement il y a une sécurité alimentaire au pays et il faut changer. Il faut changer de politique. Ça, c'est la première chose. Et dans cette prise de conscience, et là, à ce moment, ça engage dans la prochaine. Pour redonner l'espoir. Et ce qui va suppose d'abord de définir le cadre légal. Et par rapport à ce cadre légal, que toutes les actions du gouvernement soient orientées en tenant compte de ce cadre-là. Et ce cadre légal est pour observer justement la politique de souveraineté alimentaire. Troisièmement, puisque la situation est quand même grave. Très grave. Voilà. Après les 70 millions, 30 millions seulement sont en sécurité alimentaire. Si nous sommes 100 millions, il y a 30 millions qui sont en situation de sécurité alimentaire. Les restes, c'est en situation de stress alimentaire, c'est-à-dire que sur le point d'aller vers l'insécurité, et ou en situation de crise alimentaire ou d'urgence. Donc la situation est grave. Et de ce point de vue-là, certainement, il y a des actions urgentes qui s'imposent. Et moi, je dis que ces actions urgentes passent nécessairement aussi par la responsabilité des institutions de la République et des gouvernements publics de soutenir l'agriculture de parce qu'il y aurait une vision de soutenir au niveau de la famille l'agriculture. Tous les agronomes qui traînaient par-ci, par-là, à travers le pays, on les affectera dans les différents territoires. Et ils auront mission d'encadrer et de suivre les paysans. On disposera de semences aux paysans. On créera les conditions pour que ces paysans puissent accroître leur productivité. Et une fois qu'ils ont produit, ils peuvent se nourrir et puis ils peuvent le valider. Bien entendu, il y a d'autre part cette vision. Nous avons fait l'étude sur comment nous sommes sur la cartographie des aliments traditionnels. Et ils sont nombreux. C'est vrai qu'à un moment, il y a aussi une orientation. Ça veut dire que pour telle province, on pousse d'abord sur tel aliment énergétique, tel aliment protéinique, tel aliment vitaminique, etc. Pour telle autre province, on met cette option-là, on clarifie tout ça. Et le gouvernement s'évance.
Parce que le plus important, c'est de donner l'espoir. Ce n'est pas de la totale, mais donner l'espoir. Merci beaucoup. Nous arrivons vers la fin des conclusions. Docteur, par rapport au thème de sécurité, comment la gastronomie peut être interprétée? Vous êtes ministre, je crois que tout le monde attend cette réponse. Merci beaucoup. Vous savez, d'ailleurs, moi, j'étais très flatté d'être le porteur du grand terme dans mon exposé. Alors, d'autres ont volé l'autre côté, moi, j'étais le porteur. Quand je vois, c'est moi, la maman qui a mis au monde. Vous savez, M. Sylvain l'a dit tout à l'heure, nous, quand on grandissait, il y avait un système qui sont là-bas. C'était ma poste avec les filles maréchales. Et on nous parlait de l'authenticité, et ce qui avait même fait disparaître les noms. Les prénoms là, Sylvain, Désiré, ça n'existait plus. Et Théophile n'existait plus, il y avait les noms des familles. Ça, c'était l'idée de nous amener à rentrer dans cette logique-là. Et ici, ce n'est pas de refuser les noms, mais c'est maintenant d'entrer dans l'assiette. Parce que l'assiette donne la valeur de votre culture. Quand on parle de la gastronomie congolaise, on voit la manière dont les Congolais préparent, la manière dont les Congolais présentent leur nourriture, la manière dont les Congolais aiment leur nourriture. Et cette façon-là, ça donne l'idée de leur authenticité. Il y avait des exercices qui se faisaient pendant la séance ici. Chacun qui se présente doit parler de sa nourriture traditionnelle. C'est comme ça, quand on connaît, parce que si on posait quelque chose aux jeunes aujourd'hui, ils auront difficulté à faire ce choix-là. Parce qu'ils diront que chez nous, on mange des pizzas, chez nous, on mange des frites, chez nous, des hamburgers, des choses comme ça. Parce que l'authenticité perd. Maintenant, avec cette vision de la gastronomie congolaise, ça nous lie directement avec notre authenticité, ça nous lie directement avec nos origines, nos sources. Et ça garantit même l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, avec l'importation, nous avons mis à ajouter dans nos repas des cubes magiques, des différentes cubes que nous ajoutons, tous ces défauts-là et toutes ces choses-là n'ont jamais été dans notre tradition, n'ont jamais été dans notre authenticité. Maintenant, avec la gastronomie, ça nous relie directement à nos sources et ce qui est garanti pour la vie. Voilà. Vous êtes dans la politique familiale. Alors, la seule question qu'on peut vous poser, comment évoluer la réalité de ça? Je pense que si nous sommes dans la promotion de l'agriculture familiale, c'est parce qu'un constat a été fait. Si vous ne le savez pas, nous sommes dans la décennie de l'agriculture familiale. 2019-2028, c'est la décennie de l'agriculture familiale. Et pour ceux qui suivent l'actualité, qui suivent les questions de développement, vous avez les ODD, depuis le développement durable, 2030, horizon 2030, 0 faim, 0 ceci, 0 ceci. Pour les Nations Unies, on ne peut pas atteindre l'objectif 2030 des 0 faim sans soutenir l'agriculture familiale. Bon. Et il est dit, il a été attesté que c'est la nourriture familiale, c'est l'agriculture familiale qui nourrit le monde. C'est comme ça en 2014, nous avons célébré l'année internationale de l'agriculture familiale. Et en 2017, les Nations Unies ont décrété la décennie de l'agriculture familiale. C'est pour vous dire que ce n'est pas une question qui concerne seulement la RDC. Tous les pays du monde ont eu l'obligation, les Nations Unies, de mettre en place des politiques qui encouragent l'agriculture familiale. Et au niveau de la RDC, c'est l'occasion pour nous de le dire, au niveau de la RDC, nous avons fait un plaidoyer et en 2021, lors de concertation sur le système alimentaire, nous avons obtenu du président de la République l'engagement de la RDC de soutenir la décennie de l'agriculture. On ne s'est pas seulement arrêté à ces vœux, à cet engagement, mais ce n'est pas à militer pour qu'il y ait ce qu'on appelle un plan d'action de la décennie d'agriculture familiale en RDC.
Nous avons proposé un plan d'action, nous avons discuté avec le gouvernement à travers le ministère de l'Agriculture, nous avons obtenu l'appui de la FAO pour l'endossement technique. Aujourd'hui, les Congo disposent d'un document technique validé par les experts du ministère concerné, un document de plan d'action de la glycémie de la RDC. Mais nous ne savons pas l'exécuter puisque ce dossier n'est pas encore porté au niveau du gouvernement. Il faudrait que les conseils du ministre adoptent ce document pour donner un caractère contenu. Donc je profite pour dire notre prochain contrat, c'est justement l'adoption par le conseil des ministres du document du plan d'action de la glycémie de la glycémie. Et là-dedans, vous avez 7 piliers qui organisent l'appui aux activités familiaux pour qu'il y ait plus faim en RDC. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Professeur, oui, vous allez parler. Professeur, comment définir la souveraineté alimentaire? Allez, pour les gens qui vont suivre, comprennent. La souveraineté alimentaire, c'est le pouvoir d'alimentation du peuple. La politique de souveraineté alimentaire, c'est la capacité que se donne le gouvernement d'un pays de pouvoir produire, concevoir et élaborer ses politiques. Et c'est doter des moyens nécessaires pour produire suffisamment afin de nourrir sa population. Merci beaucoup. Un mot par rapport à Je voulais tellement le gouvernement et le ministère national de l'agriculture pour développer un secteur national pour relancer la possibilité de la loi agricole. Jusque-là, en 2011, il y a une loi d'agriculture, il y a des principes fondamentaux, mais la loi n'a pas de pas. Donc on n'a pas une force d'avis, la pleine de l'autorité. On dit qu'ils veulent lancer pour que ça produise un million, ça donne la force. C'est là. On est en train d'animer naviguer dans les villes, il n'y a pas de sous-bâtiment pour faire n'importe quoi. Voilà. donc, quelle est l'importance de la gastronomie? Allez. L'importance de la gastronomie permet de renforcer son système immunitaire, permet de renforcer sa santé physique et surtout de prolonger sa vie. Merci. Un dernier mot par rapport au FESTA, parce que vous êtes l'homme du différé. Oui, je suis. Qu'est-ce que vous projetez pour l'année prochaine? Vous allez continuer avec les festivals ou bien ça s'arrête à la deuxième édition? Non, nous, c'est l'institutionnalisation du festival. Il faudrait que l'État puisse prendre ça, parce que c'est un espace pour réfléchir. L'État est déjà représenté, je crois. Oui, non, il a donc il prend ça, donc nous allons continuer jusqu'à mais on voudrait quand même, pour terminer, le mot de la fin, c'est remercier tous ceux qui nous soutiennent. Tous ceux qui soutiennent l'agriculture familiale en RDC plutôt. Nous pensons à l'APSA, qui est notre principal bailleur de fonds, Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique, qui est soutenue par SIDA. SIDA, c'est la coopération sociale. Nous remercions le gouvernement national à travers le ministère de l'Agriculture et Sécurité, le ministère d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire. Parce que nous avons bénéficié des appuis de son projet ADIL, qui est soutenu par FIDA. Nous remercions RTL qui nous accompagne. Nous remercions les profs Théophile Ndeba qui est avec nous depuis le début, qui soutient toute la production de savoir que cette PAF met à la disposition de la population. Et nous remercions tous ceux qui sont venus exposer. L'année passée, ce n'était pas comme ça. Cette année, on a vu des mouvements, les gens sont venus acheter les stands, les gens sont prêts à exposer. Donc nous sommes heureux et nous pensons petit à petit, ce festival sera grand et le festival fera partie aussi de l'identité de notre pays. Merci à tout le monde, merci aux intervenants de cette année. Ils ont été très bas. Les gens sont restés dans la salle de 10h à 14h sans bouger jusque maintenant. C'est pour dire qu'ils ont été très intéressants. Et je félicite également toute l'équipe
Derrière moi, il y a une très grande équipe de volontaires. Il n'y a pas de rémunération. Les gens viennent de partout pour soutenir cette initiative qui trouve aussi toute ma reconnaissance. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Le mot du peuple de la Suffit a organisé un plateau spécial sur la deuxième édition du festival des aliments locaux et traditionnels. Merci beaucoup. Faites-nous confiance. Nous serons là pour d'autres informations. Mais pendant les 3 jours, comme nous avons dit, du 15 au 17, nous sommes à l'université Omnia-Omnibus. Venez déguster, venez manger, venez apprendre, venez se faire continuité. Merci beaucoup. Surtout, abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Appui Connexion TV ACTV. Merci, à la prochaine. Bye bye. Merci. Merci.